Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. 282 interpellations en France après la victoire de l'Algérie. Des gilets jaunes interpellés au défilé du 14 juillet. Des incidents à Paris, mais aussi à Marseille ou à Lyon. Les célébrations, qu'elles soient sportives, mais aussi celles qui concernent la nation, sont émaillées de violence. Est-ce que ça vous choque ? Bien sûr, ça me choque, mais j'ai exercé, moi, les fonctions de ministre de l'Intérieur. Et donc, j'en connais peut-être mieux que d'autres. Le poids et les difficultés. Donc, j'évite des condamnations schématiques et caricaturales. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis quelques jours, tous les clignotants passent au rouge. Regardez ce que nous avons appris et vécu cette semaine. D'abord, nous apprenons qu'à Paris, il y a une flambée de la délinquance, une explosion des cambriolages, plus 52% dans certains arrondissements, 4 cambriolages par jour. C'est suivi ensuite par effectivement l'observation médusée des dérives du match, la suite du match Algérie-Côte d'Ivoire, avec un décès, des blessés, des pillages dans le quartier des Champs-Élysées. Le lendemain, on ouvre les yeux et on apprend que 700 immigrés clandestins, irréguliers, c'est-à-dire qui sont venus sur notre territoire sans nous demander notre avis, en dehors de toutes les règles, occupent le Panthéon, encouragés par un mouvement qui s'appelle Gilets Noirs, qui n'est pas un mouvement inconnu. Où est-ce que vous voulez en venir, M. Hortefeux ? Donc je termine, il y a cet élément-là, qui pose d'ailleurs la question de la réglementation du droit d'asile, qui lui-même explose. Et puis enfin, il y a ce que nous avons vécu hier, on nous annonce effectivement autour de 180 interpellations. 280, 282, 249 placés en garde à vue. Mais le sujet, c'est bien sûr les interpellations. Et moi, je fais toute confiance à la police pour que les procédures soient respectées. Donc, il y a 280 interpellations, mais d'après mes estimations, je ne crois pas que je serai démenti, il y a à peine 4,5% de mandats de dépôt, c'est-à-dire de 240. placement. Oui, mais 249 sur 282. Mais attendez, si l'on fait le total... C'est le ministère de l'Intérieur qui le dit. Si l'on fait le total des Gilets jaunes, c'est pas simplement hier. Ça remonte depuis le 17 novembre. D'après mes estimations, il y a dû avoir en gros 10 000 interpellations. Simplement 450. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur actuel, Christophe Castaner, n'est pas à la hauteur ? C'est ça ? Non, moi je ne mets pas en cause la bonne volonté du ministre de l'Intérieur, mais je constate encore une fois que les clignotants sont au rouge dans tous les domaines. Donc il faut qu'il y ait un sursaut. Oui, donc il n'est pas à la hauteur, c'est ce que vous voulez dire. Ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire un sursaut ? Ça veut dire qu'il y a incontestablement un travail d'anticipation qui est insuffisant, comme cela a été démontré hier. Ça fait 30 week-ends où il y a des manifestations de gilets jaunes. Hier, c'était bien particulier puisque le monde regardait. Pourtant, on a changé de préfet de police et on a changé de méthode. Eh bien, en tout cas, j'observe qu'il y a un problème d'anticipation. Il faudrait que l'on sache quelles étaient les informations qui avaient, par exemple, été transmises, quels renseignements étaient transmis à la préfecture de police. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est le problème de la sanction. Aujourd'hui, les sanctions ne sont pas suffisantes, donc il faut qu'il y ait la certitude de la sanction. Donc ça fait 2 éléments qui doivent susciter un sursaut. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a d'un côté ceux qui disent que la police est trop laxiste et d'autre côté d'autres qui disent qu'elle est justement trop sévère ? Eh ben, en tout cas, et qu'il y a débat. Peut-être qu'il y a cette question, mais vous avez compris où je me plaçais. Plutôt dans la première catégorie, je pense que, encore une fois, la meilleure des préventions, c'est la certitude de la sanction. Brice Hortefeux, ça vous a pas échappé, l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy était à nouveau à la une de la presse hier dimanche, avec le JDD et Mediapart qui se renvoient la balle. Le JDD parlant d'une machination avérée de Ziad Takedine, Mediapart répliquant aussitôt en disant que ce n'est justement pas Takedine la source qui a permis de dévoiler cette note libyenne. Vous qui avez justement la semaine dernière été entendu sur ce sujet, vous dites quoi ? Je dis une chose simple et qui à mon avis d'ailleurs sera vérifiée. C'est que de ce que je sais et de ce que je comprends, il n'y a eu aucun financement par la Libye de l'élection présidentielle d'il y a 12 ans. Mais alors ce document... Le journal du dimanche a publié des informations que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes, notamment un témoignage extrêmement utile et intéressant. Et l'ancien employé de Ziad Takedine. Que j'ai découvert à cette occasion. Et tout ceci, encore une fois, permettra, j'en suis convaincu, l'expression de la vérité. Et la vérité, mais c'est lui qui a raison, non ? Et la vérité, c'est que cette affaire n'en est pas une. Mais la vérité, elle vient justement de l'ancien employé de M. Takedine ? Pas seulement. Vous avez dit j'avais été auditionné la semaine dernière, c'est tout à fait exact. Au cours de cette audition, je me suis efforcé de démentir et surtout de démontrer les nombreuses erreurs factuelles, donc vérifiables, les incohérences
invraisemblable. Concernant vos déplacements en Libye également ? Un certain nombre de points, bien sûr. Enfin, vos déplacements, non, pas un déplacement en Libye. J'ai démontré d'ailleurs que c'était un déplacement tout à fait officiel. Bon. Oui, parce que Mediapart parle de vos déplacements au pluriel. C'est pour ça que je pose la question. Ça fait partie des nombreuses erreurs de Mediapart. Et s'ils sont de bonne foi, ils seront obligés de le reconnaître. Mais peut-être ne le sont-ils pas toujours. Et puis des mensonges aussi. Oui. Et tout ceci encore une fois, aboutira à l'expression de la vérité, c'est qu'il n'y a eu aucune demande de financement de la campagne présidentielle et aucun fonds bien versé une pour petite question objectif. Technique. Pourquoi est-ce que, à votre avis, et vous avez le plus grand respect pour la justice, Brice Hortefeux, pourquoi est-ce que cette note, ce document dont tout le monde parle, n'a pas été invalidé par la justice ? Oui, Elle n'a pas été authentifiée, mais invalidée non plus. Donc on est un peu entre les deux. Oui, vous avez raison de rappeler que cette note, qui est une fausse note de Mediapart, et pour laquelle d'ailleurs ils sont incapables de produire l'original. Moi, je dis une chose simple, c'est qu'ils prouvent leur note, et qu'ils donnent l'original, et l'affaire sera terminée, puisque l'on démontrera immédiatement, les experts, tous ceux que vous voulez, tous ceux que vous pouvez convoquer, démontreront que c'est un faux. Certains disent que Nicolas Sarkozy a finalement renoncé à poursuivre Ziad Takieddine en diffamation. Pourquoi ? Écoutez, ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Nous faisons confiance à ce stade à la justice et nous sommes convaincus qu'elle démontrera que cette affaire, encore une fois, n'en est pas une. Un petit mot sur les affaires, encore celle qui touche François de Rugy. Comme disait quelqu'un que vous connaissez bien, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et voilà que les accusations sont accumulé envers celui qui a été président de l'Assemblée nationale ? Oui, je vous le dis, moi je n'ai aucune sympathie particulière pour François de Rugy, qui dans son parcours s'est fait élire écologiste, ensuite l'a quitté pour poursuivre sa carrière, pour aller au Parti Socialiste, finalement aboutir à Emmanuel Macron et En Marche pour devenir ministre. Donc ça ne vous étonnerait pas qu'il ait ce genre de... Il fait ce qu'il souhaite, c'est exactement à l'inverse de en quoi je crois. Mais bien sûr, il aura à s'expliquer, mais pardon de vous le dire, le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est pas de savoir, comme vous le faites, vous, les médias, depuis 4 jours, on interroge, on analyse, on dissèque, on pose la question, que pensez-vous des goûts culinaires de M. de Rugy qui préfère le homard au tapioca ? Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous avons 2359 milliards de dettes. Ça, c'est un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'échec de la politique d'Emmanuel Macron, c'est l'échec en matière de lutte contre le chômage. Nous sommes aux alentours de 8,7 et 8,8%. L'Allemagne est à 3,2%, les Pays-Bas sont à 3,3%, les États-Unis enregistrent donc il faut arrêter ce genre de pratique. Qui est le meilleur taux depuis 50 ans. C'est l'échec de la croissance où la Banque de France est encore obligée de revoir à la baisse. C'est l'échec de commerce extérieur qui est en train de creuser notre tombe. Parlons avec d'une alternative à la République En Marche, on parle des Républicains. Mais attendez, cette affaire de Rugy ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est ça la réalité. Parlons des Républicains, parce qu'on ne vous a pas entendu beaucoup là-dessus, en tout cas depuis les européennes. Où est-ce qu'il va, ce parti ? Nous avons connu une grosse déception. Après, qui était d'ailleurs inscrite dans l'échec de Laurent Wauquiez. Dans le désastre, non, qui était inscrite dans le désastre de 2012. C'était inscrit. Bon, la réalité, c'est que nous devons nous poser 2 questions. Pouvons-nous nous redresser ? La réponse est oui. Comment nous redresser ? En incarnant non pas la meilleure des oppositions, la plus virulente des oppositions, la plus caricaturale des oppositions. On peut prendre aussi des choses bonnes de la République En Marche. Nous pouvons nous redresser en incarnant l'alternance. Ça doit être notre objectif. En faisant quoi ? Du copier-coller de ce que fait Emmanuel Macron ? Comment y parvenir ? Nous pouvons y parvenir à une condition, c'est que nous soyons utiles. C'est la seule question qui compte pour une famille politique. Si on est inutile, on disparaît. Dire, ça. Attendez, je vous explique. Comment peut-on être utile ? Eh bien, en affirmant notre identité, en affirmant notre message. Par quel bien ? Eh bien, tout simplement en incarnant une droite qui soit à la fois forte, populaire et sociale. Mais je pourrais naturellement expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Forte, ça veut dire il y a l'initiative sur le régalien, sur la sécurité, sur la justice. Ce que vous disiez en début d'interview. Oui, mais l'immigration, par exemple, il faut qu'on le revoie le droit d'asile. Nous découvrons cette semaine que le droit d'asile explose. Vous l'avez déjà dit. 100 000 demandes. Il y en avait 65 000 en 2014, ça coûtait 2 milliards. On est aujourd'hui à 3 milliards. On ne peut pas continuer à suivre une droite populaire, c'est-à-dire qui s'engage à défendre les retraités,
les professions libérales, les agriculteurs, les commerçants, tous ceux qui ont été abandonnés. Et puis social avec une nouvelle politique familiale. Mais avant, nous avons une échéance. C'est l'élection à la présidence de notre famille politique. Alors justement, en parlant de présidence et de président, expliquez-moi, Brice Hortefeux, comment encore aujourd'hui, en 2019, dès qu'il y a un problème, une interrogation, un doute, à droite, tout le monde va rue de Miromesnil, comme si on allait à Lourdes, poser des questions à Nicolas Sarkozy. Ça reste le grand Manitou de la droite, on peut rien faire sans lui ? Mais Nicolas Sarkozy a deux caractéristiques essentielles et uniques pour nous. Il a à la fois l'autorité d'un ancien chef de l'État et la légitimité de celui qui est le dernier à avoir fait gagner la droite. Donc oui, nous avons besoin de son analyse, oui, nous avons besoin de son expérience, oui, nous avons besoin de ses critiques, malgré ses nous défaites. avons besoin de ses encouragements, et son expression, eh bien, c'est à lui de la décider. Merci beaucoup Brice Hortefeux d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.